Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la CPI met un terme aux enquêtes supplémentaires sur les violences post-électorales de 2007 au Kenya. Violences post-électorales qui avaient fait plus de 1200 morts. Cette décision annoncée ce lundi met fin à 13 ans d'enquête judiciaire impliquant de hauts responsables politiques kenyans. Vers un audit de la liste électorale au Bénin, le sujet a été abordé ce lundi 27 novembre lors d'une audience entre le président Patrice Talon et l'ancien chef de l'État Yayi Boni, leader du parti d'opposition Les Démocrates. Et puis résumé en fin d'édition de la première journée de la Ligue des champions de la CAF, compétition qui démarre difficilement pour deux favoris, le club congolais TP Mazembe de Lubumbashi et le marocain Wydad de Casablanca. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, de hauts responsables sont convaincus que les troubles qui ont secoué la capitale dimanche dernier étaient liés à une tentative de coup d'État. Pour rappel, ces heurts ont fait 21 morts à Freetown et ont permis à plus de 2000 détenus de s'enfuir de la prison. De nombreuses armes ont également disparu. Cette présumée tentative de coup d'État impliquerait des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Koroma. Devant la presse ce mardi 28 novembre, les hauts responsables ont livré le compte-rendu le plus détaillé à ce jour des troubles survenus le 26 novembre, dont les autorités s'étaient gardées jusqu'alors de qualifier la nature. Ils ont également tenu à rassurer la population en réaffirmant que la situation était sous contrôle, alors que des coups de feu tirés, selon eux, lors de l'arrestation d'un suspect ont à nouveau suscité l'effroi dans la capitale ce mardi 28 novembre. Selon le ministre de l'Information, 13 militaires et un civil suspectés d'être impliqués dans le coup de force sont en détention. L'enquête se poursuit. Les procureurs de la CPI mettent fin à une enquête de 13 ans au Kenya. Enquête sur les violences post-électorales de 2007 qui n'aura donc abouti à aucune condamnation. Notons que les enquêtes avaient abouti à des accusations contre 6 suspects, notamment l'ancien président Uhuru Kenyatta et l'actuel chef de l'État William Ruto. Mais les poursuites contre les 6 accusés ont échoué à faute de preuves suffisantes. Les détails dans ce sujet de Mildred Yamou. La Cour pénale internationale CPI ne poursuivra pas les enquêtes sur les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. Le 27 novembre 2023, la procureure adjointe de la CPI, Nashat Shamin Khan, a annoncé sa décision d'abandonner toute enquête ultérieure liée aux crimes contre l'humanité présumés, commis dans le contexte des combats qui ont éclaté à la suite des élections contestées de 2007 dans 6 des 8 provinces du pays et ont fait 1300 victimes et environ 600 000 déplacés. La décision met fin à un procès entamé depuis 2010, impliquant de hauts responsables politiques kenyans, notamment l'ancien président Uhuru Kenyatta et l'actuel dirigeant William Ruto. Après avoir évalué toutes les informations dont je dispose, j'ai décidé de conclure la phase d'enquête sur la situation au Kenya. J'ai pris cette décision après avoir examiné les faits et circonstances spécifiques de cette situation. En conséquence, le bureau ne poursuivra pas d'autres affaires portant sur la responsabilité pénale présumée d'autres personnes. L'enquête de la CPI avait abouti à des accusations contre 6 suspects dans des affaires de meurtre, d'expulsion et de persécution. Mais les poursuites contre les 6 accusés ont échoué faute de preuves suffisantes. En 2014, l'ancienne procureure en chef Fatou Bensouda avait retiré les charges contre Uhuru Kenyatta. Et en 2016, la chambre de première instance du tribunal avait également déclaré close l'affaire contre William Ruto. La CPI, qui est très critiquée par l'opinion publique africaine, ne devait aboutir qu'à une solution pareille, car comment voulez-vous qu'une institution qui est accusée par une bonne partie de l'opinion publique africaine de ne poursuivre que des Africains alors qu'il y a des problèmes dans d'autres régions du monde, pouvait se permettre de poursuivre un ancien président et un président en exercice d'un pays africain? La CPI ne prend les relais que lorsque la justice interne est incapable d'assurer ses missions. Or, le Kenya est considéré jusqu'à preuve du contraire comme étant un pays démocratique, un pays qui fonctionne normalement. Donc, la justice kenyane peut poursuivre cette affaire. L'avocat kenyan Paul Gicheru s'est livré à la CPI fin 2020, mais l'affaire de corruption de témoins retenue contre lui a été abandonnée en 2022 après l'annonce de son décès.
2 autres suspects dans l'affaire d'intimidation et de corruption, Philippe Bett et Walter Barassa, sont toujours en liberté et font face à des accusations devant le tribunal pour atteinte à l'administration de la justice. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdel Hafid Henni, démis de ses fonctions en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de nommer à sa place le ministre des Transports, Youssef Charfa. Une décision qui, selon le chef de l'État, vise à insuffler une nouvelle dynamique au secteur agricole. Le débat sur l'organisation des élections générales de 2026 cristallise les tensions au Bénin. Pour apaiser la sphère politique, le président Patrice Talon a reçu en audience ce lundi 27 novembre son prédécesseur Thomas Boni Yayi, chef du principal parti d'opposition, les démocrates. Au cœur des échanges, l'audit du fichier électoral, la représentation de l'opposition dans les instances organisationnelles et décisionnelles des élections, dont le Conseil électoral et la Sénat. Le point dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. À l'issue de 4 heures de discussion, un accord a été trouvé pour l'audit de la liste électorale jugée non consensuelle par l'opposition. Les échanges entre le chef de l'État Patrice Talon et la délégation conduite par son prédécesseur Thomas Boni Yayi ont porté sur les griefs du principal parti d'opposition contre le processus électoral en vue des élections générales de 2026. Malgré la reconfiguration politique suite aux élections législatives de janvier 2023, le membre désigné par le chef de file de l'opposition et un député d'un des partis soutenant les actions du président Patrice Talon demeure membre du Conseil électoral, organe paritaire composé de 5 membres. Le parti Les Démocrates espérait un changement suivant les résultats des législatives, mais Patrice Talon a marqué son désaccord au motif que l'opposition est représentée à la Sénat par le parti Force Corée Bénin émergent, présidé par Paul Humpé. En situation normale, le Conseil électoral serait composé de 2 personnes, de 2 représentants désignés par le parti Les Démocrates. Nous espérons que les discussions vont se poursuivre et que nous réussirons à infléchir la position du chef de l'État et du pays en général. Sur l'ensemble des préoccupations, le parti Les Démocrates a obtenu entre autres des accords du président Patrice Talon pour l'examen de la liste électorale et la représentation du parti d'opposition dans les instances de désignation des agents électoraux. Concernant la plaidoirie liée à la libération des détenus, notamment de l'ex-ministre de la Justice Rikia Madougou, ainsi que le retour des exilés, la question demeure en examen au niveau de l'exécutif. Nous avons dit que le pardon dans notre pays a été toujours l'acte qui a rendu la vie politique accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que le président est resté jusqu'à la fin fermé à notre doléance. Il faut souligner que l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi a saisi le 10 novembre 2023 les instances internationales aux fins d'un audit du cadre institutionnel avant la tenue des élections générales de 2026. Le 21 novembre 2023, Thomas Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, et une délégation de son parti ont échangé avec le représentant résident de la CEDEAO au Bénin sur les questions de la décrispation politique et la transparence dans l'organisation des élections générales de 2026. Le gouvernement béninois qui s'est récemment doté d'un bureau de la surveillance du territoire douanier. Objectif, lutter efficacement contre la fraude douanière et relever les défis sécuritaires auxquels la douane béninoise est confrontée. Marine Tolo. Dans un contexte de crise sécuritaire dans l'espace UEMOA, caractérisé par des attaques terroristes, des trafics illicites de tout genre, la prolifération des armes légères et des petits calibres, le blanchiment de capitaux, l'instabilité politique, la criminalité, la délinquance économique, la contrebande des marchandises, le gouvernement du Bénin a doté son administration des douanes d'un bureau de la surveillance du territoire douanier. Doté de caméras de surveillance et autres équipements de sécurité, ce bureau de sécurité devrait permettre au Bénin de lutter efficacement contre la fraude douanière. Les méthodes d'action du dit bureau sont essentiellement basées sur les renseignements, les échanges d'informations avec les autres forces, les systèmes d'alerte.
À ce dispositif institutionnel s'ajoutera l'acquisition de drones avec caméra à vision nocturne et de longue portée. En 2022, grâce aux réformes entreprises, l'administration des douanes du Bénin a réalisé des recettes de l'ordre de 548 milliards de francs CFA contre 440 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de 108 milliards de francs CFA. En 2022, la douane béninoise a également saisi des produits prohibés, notamment 59 000 kg d'intrants agricoles, de contrebande, 30 000 kg de produits pharmaceutiques contrefaits et 4 500 kg de chanvre indien. Des contrôles appelés à s'intensifier. Il s'agit d'un service qui a été créé pour coordonner les services de lutte contre la fraude. Aujourd'hui, la fraude douanière a pris des proportions importantes. Les actions des services des douanes doivent rimer avec la facilitation des échanges, le renforcement de la bonne gouvernance et de l'éthique ainsi que la lutte contre la fraude sous toutes ses formes et la criminalité transfrontalière. Les mesures prises par le gouvernement du Bénin dans le cadre de la modernisation des services de surveillance douaniers ont été annoncées à l'occasion du 11e forum des agents de douane de l'UEMOA tenu du 22 au 24 novembre 2023 à Cotonou. Les startups continuent de faire face à la problématique du financement sur la majeure partie du continent africain. Ce manque d'accès au capital affecte négativement le potentiel de croissance de celle-ci. Afin d'inverser cette tendance, la société Savvy Ventures, soutenue par des investisseurs privés, va mettre à disposition des startups émergentes en Afrique francophone un fonds de 12 millions d'euros. L'objectif à terme de cette initiative est de consolider le marché pour permettre l'émergence d'entreprises ambitieuses dans plusieurs domaines. Les précisions d'Ameneji. La société de capital risque Savvy Ventures, spécialisée dans les startups africaines, a clôturé avec succès son deuxième fonds de soutien chiffré à 12 millions d'euros grâce aux souscriptions d'investisseurs privés. L'objectif de ce fonds est de soutenir et développer les entreprises émergentes dans la région francophone dans le domaine des fintech, health tech, climate tech et bien d'autres. En 2022, l'IFC de la Banque mondiale disait que 80% des startups africaines ont du mal à se financer. Les pays dont les startups sont les plus financés en Afrique sont le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte. Savvy Ventures, à terme, compte investir entre 500 000 et 3 millions d'euros dans 15 à 20 startups post-revenus, misant sur la durabilité et le soutien actif au développement commercial de ces entreprises de portefeuille. En 2022, le montant moyen des transactions d'amorçage réalisées par les startups africaines a augmenté de 12% en glissement annuel pour atteindre 1,4 million de dollars selon le rapport Partech Africa 2022. Il faudrait renforcer les sources de financement possibles. Il faudrait que ces startups travaillent leur gouvernance. Par exemple, il faudrait initier des prêts à taux zéro, assouplir les impôts et les accompagner surtout en offrant des programmes de renforcement de capacité pour leurs gérants. Sur le marché, Savvy Ventures se distingue en tant que pionnière parmi les sociétés de capital risque ciblant spécifiquement l'écosystème des startups en Afrique francophone, à un moment où la région suscite de plus en plus l'attention des investisseurs. Dans l'actualité sportive, première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de football de la CAF. Deux grands favoris ont loupé leur entrée en lice dans la compétition. Il s'agit du TP Mazembe de Lubumbashi et du Wydad de Casablanca. La SEC d'Abidjan s'est quant à lui mieux illustrée. Résumé signé José Douglas. D'abord, le groupe A, Mamelodi Sundowns prend le meilleur sur l'équipe mauritanienne de Nouadhibou sur le score de 3-0 et le TP Mazembe se fait surprendre par Pyramids 1-0. Quand on fait autant de fautes techniques dans un match, le résultat est normal. Un groupe B, de son côté, l'équipe tanzanienne de Simba a été tenue en échec sur son terrain, but partout par la SEC Mimosa. Après 18 mois de bons et loyaux services, Roberto Oliveira, l'entraîneur brésilien, a été remercié par les dirigeants du Simba. C'est Abdelak Banchika qui a conduit l'USM Alger à la victoire en Coupe de la Confédération Total Énergie la saison dernière qui le remplace. Dans ce même groupe, les Botswanais de Galaxy peuvent exercer quelques pas de danse après avoir battu le Wydad AC 1-0. Deuxième participation de Galaxy en phase finale de la Ligue des Champions. Je vous avoue que je suis frustré et contrarié et je m'en excuse.
J'ai l'impression que les joueurs de l'équipe ne se sont pas encore remis de la déception de l'Africa Football League et qu'ils n'ont plus la même faim qu'avant. En groupe C, le Tunis a battu ses compatriotes de l'ESL 2-0. Le Tunis, en remportant ce derby, prend la tête du groupe et Petro Luanda bat les Soudanais d'Al Hilal en Oman 1-0. En groupe D, le CR Belouizdad démarre à Saint-Leur. Les Algériens ont battu les Young Africans 3-0. Il faudra compter sur le CRB dans cette nouvelle saison de la Ligue des Champions. Et les Égyptiens d'Al-Hali, le champion d'Afrique en titre, s'est montré intransigeant en s'imposant 3-0 face aux Ghanéens de Medeama, une victoire qui permet aux Égyptiens de prendre la tête du groupe. J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient être sérieux dès le début du match face à un adversaire qui sera extrêmement motivé. Nous devons faire preuve d'intelligence dans la gestion du groupe et utiliser l'avantage que nous procure le soutien de nos supporters. Prochaine journée à partir de ce vendredi 1er décembre avec en ouverture groupe C, Al Hilal en Oman, Tunis et en groupe D, Medeama, CR Belouizdad. La suite le samedi 2 décembre. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.